Et si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit? Arracher la parole au silence. Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance. Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit. Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur votre podcast Si Maman m'avait dit, un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Nous voilà donc pour cette nouvelle saison, la saison 4 de Si Maman m'avait dit, que vous avez déjà commencé à écouter et vos retours sont vraiment très touchants, très encourageants. Un seul mot, continuez. Cet épisode est soutenu par Spotify qui nous a fait grâce en tout cas de nous offrir un fonds pour nous permettre d'enregistrer plus d'épisodes et surtout plus d'épisodes dans des pays et dans des villes africaines différentes. Et nous remercions aussi l'agence Omicart qui accompagne des entreprises et des marques fortes en Afrique dans leurs projets divers en mettant leur savoir-faire stratégique, créatif et opérationnel au service de leur performance. Donc merci Omicart de soutenir finalement Si Maman m'avait dit depuis le début. Pour rappel, vous pouvez soutenir le podcast sur la plateforme Tipeee en tapant dans la barre de recherche Si Maman m'avait dit. Vous pouvez aussi retrouver le lien direct dans la présentation de cet épisode. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes reconnues via Anchor, donc Google, Spotify, Apple, Deezer ou toute autre plateforme que vous pouvez voir en tout cas en ligne. Le podcast est aussi disponible sur la plateforme panafricaine de streaming Colorful. Ça nous paraît aussi important, en tout cas de plus en plus, d'héberger le podcast sur des plateformes africaines pour encore plus d'audience. Voilà, et aujourd'hui, on va commencer. Mon invitée, elle est béninoise. Elle s'appelle Kafoui. Elle parle français, elle parle anglais. Elle nous vient de Londres, du Gabon, de la Côte d'Ivoire. En tout cas, aujourd'hui, on est à Abidjan avec elle. Et voilà. Bonjour, Kafoui. Bonjour, Diane. Comment ça va ? Je vais bien, merci. Et toi ? Ça va. Alors, tu connais le podcast que tu as découvert, tu m'as dit, quand tu étais à Dakar. Oui. Donc, tu sais que traditionnellement, je pose toujours une question à mes invités, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise ? D'abord, je vais préciser que j'ai tendance à utiliser les mots anglais quand je parle en français, donc vous allez me suivre. Ma mère est décédée le 5 octobre 2022 à 2h du matin à suite d'un cancer du sein qui s'est métastasé. Et je me suis rendue au Bénin 2 heures avant qu'elle décède. J'étais là-bas parce que je pensais qu'elle avait besoin de moi, elle était malade. Et après, elle est partie. Donc, à la suite de ça, il fallait que je fasse des courses, faire le décès, le certificat de décès et ensuite rencontrer certaines personnes. Donc, c'était pendant que je recevais les personnes à la maison, les membres de la famille, la famille à ma mère, ses amis. J'ai découvert que ma mère avait aidé beaucoup de jeunes filles, vraiment des adolescentes qui avaient besoin d'aide, qui étaient tombées enceintes, qui ne pouvaient pas continuer leurs études. Elle avait aidé des familles, elle a donné beaucoup de conseils. Elle avait formé une 50aine de jeunes filles et de jeunes garçons. Et ensuite, elle faisait des dons à des orphelinats, pas loin je dirais dans la zone de Cotonou et ses alentours. Et ça, j'aurais aimé qu'elle me dise ça, en fait, qu'elle partage ça avec moi. Et je pense que si elle n'a pas fait, c'est parce qu'elle se disait que j'étais trop occupée à travailler et à étudier en même temps et qu'un jour elle allait le faire. Et j'aurais pu, en sachant, le faire avec elle, contacter ces organisations, ces orphelinats et même l'encourager à créer des ateliers pour soutenir ces jeunes gens. Mais on n'a pas eu le temps d'en parler et ça fait mal. Et maman, c'est quelqu'un qui est très ouverte, qui a vraiment
très douce, qui ne, comme on dit chez nous, qui ne ferme pas le poignet en fait, qui partage tout, et même son gari. Et elle a laissé elle a laissé des traces, et tous ceux qui me rencontrent, qui me présentent leurs condoléances, me disent la même chose, qu'ils n'ont pas rencontré quelqu'un comme maman. Et je découvre ça à travers des témoignages, et c'est ça qui fait mal. Mais d'un autre côté, c'est ça, je sais pas, de l'autre côté. J'essaie de voir De l'autre côté, peut-être que ça, je sais pas que ça adoucit la peine, mais on a quand même l'impression qu'il y a un peu, un peu de bonté, peut-être de ta maman s'est retrouvée chez certaines personnes, donc peut-être que oui, voilà, elle vit, elle continue de vivre à travers ses actions, quoi. Oui, et c'est ça en fait, parce que c'est comme on dit, c'est une mère d'une multitude, et tous ceux qui viennent n'arrivent pas à le croire. Certains me disent qu'ils ont commencé quelque chose avec elle, et qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et moi je les regarde, je me dis, mais maman m'a pas dit ça, donc comment moi je veux t'aider et tout. Et elle était merveilleuse, et je dis toujours que j'aimerais un jour l'arriver à être comme elle, comme on dit, d'arriver à la cheville. Mais le fait de rencontrer ces familles-là, elle avait même réconcilié 2 familles. My goodness, je découvre un autre côté de ma mère après son départ. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir tous ces gens-là qui me disent, regarde, elle a payé mes études, elle a payé ma formation. Aujourd'hui, j'ai un business, je peux aider aussi ma famille. Et c'est vraiment, elle aurait pu m'en parler, je n'en veux pas. Je pense que c'est fait comme ça. Alors, tu dis que tu découvres un nouveau côté de ta mère. Quel était le côté de ta mère que tu connaissais ? Le côté de ma mère que je connaissais, c'est la maman qui est timide, qui ne parle pas beaucoup, qui sourit tout le temps, qui dit non, ça va, qui se contente du peu qu'elle a, qui n'aime pas les disputes, qui croit qui est très humble, quelqu'un qui croit il y a mieux devant, quelqu'un qui croit au fait que, pas qu'elle croyait au karma, mais elle croit qu'il faut toujours donner une chance à quelqu'un. Et elle dit toujours que elle s'est toujours débrouillée au minimum qu'elle a. Et donc, elle se contente de ça. Mais ça c'est le moment. Elle ne parle pas de ses douleurs. Elle a traversé, même quand elle était en chimio, je ne pouvais pas avoir ces versions des séances de chimio, parce qu'elle disait non, on parle de toi, ou elle me parle d'un événement heureux. Elle parlait pas de ça. Mais ça aussi, c'est parce que, j'ai compris, parce que si je peux me permettre de dire ça, dans certaines cultures, on ne parle pas de sa maladie, de sa douleur. Et elle voulait pas. Je peux te dire aussi que je savais qu'elle était malade dans ces dernières semaines, mais pas au point où elle partait. Donc, elle ne m'avait pas aussi dit ça. Alors, quand est-ce que tu as appris que ta maman était malade, qu'elle était atteinte du cancer du sein ? En 2018. Elle a fait son traitement, elle a suivi un traitement à Marie Curie à Paris. Et j'ai pris le time off. Dès que j'ai entendu ça, j'ai vu mon patron, j'ai dit c'est ma mère. Ma mère, c'est ma mère. Et donc, il m'a donné assez de temps. Je suis partie, je suis restée avec elle à Paris. On a vécu ensemble. Mais après, il fallait que j'aille travailler. Donc, mais je la suivais. Et elle a eu une mastectomie. Et elle avait déjà eu une mastectomie en 81. Donc, c'était sa 2e. Et elle avait besoin de beaucoup de soutien, à mon avis. Parce que je suis dans le corps médical, je travaille pour Breast Cancer Care UK, donc j'ai l'expérience d'accompagner les patientes après les interventions. Mastectomie. Donc je savais, je lui parlais de se refaire, des sessions de massage, de passer du temps peut-être aller marcher, de faire de la peinture, de faire quelque chose qui allait lui faire passer du temps. Je lui achetais des magazines, donc ça va.
Et elle a rechuté cette année. En 2022. Oui, pas cette année, c'est ça, en 2022, où elle s'est Métastasée. C'était déjà métastasé en 2018-19 dans ses poumons, mais dernièrement, la deuxième moitié de 2022, c'est aggravé. Et quand je savais, je disais, maman, j'arrive. Parce que pour moi, c'était pas normal d'avoir été infirmière et j'ai travaillé à Londres dans le Cancer Center et je peux pas m'occuper de maman. Donc j'ai dit, ah non, j'ai fait cette promesse-là quand j'ai fini ma formation il y a plusieurs années, j'allais m'occuper d'elle. Est-ce que ton choix de carrière et ta volonté de bosser dans des organisations qui luttent contre le cancer, notamment du sein, était lié à la mastectomie de ta mère en 91 81, pardon. La première mastectomie. Est-ce que tu as grandi donc en étant consciente que ta maman avait eu une mastectomie en 81 et est-ce que toi tu penses consciemment ou inconsciemment tu as eu envie de la sauver en fait entre guillemets? Ça c'était après. J'ai toujours voulu travailler dans le corps médical. Mais quand j'étais en Angleterre, j'ai fait une formation, un stage en oncologie et je me suis rappelée d'elle. Elle avait juste mentionné ça. C'est là que j'ai voulu rester. J'ai voulu le faire. Et le fait de... Bon, quand on est en Occident, souvent on sympathise. Quand on a des patients africains, il y a quelque chose, il y a comme un lien. Et donc quand je m'occupais des patients africains, je me retrouvais dans ma communauté, je voyais ma mère en fait. Et je disais toujours, un jour il faudrait que je fasse ça. Donc quand elle m'a dit, j'ai dit, je viens. Elle dit, non, ça va. Tu viendras à Noël, tu viendras... Donc tu prends ton billet d'avion ou de train. Malgré moi. Malgré toi. Et moi je veux revenir sur 2018. Ok. C'est qu'elle a sa deuxième mastectomie. Comment ça se passe après? Est-ce qu'après on se dit, bon, ça c'est fait et tout va rentrer dans l'ordre? Ou très rapidement on a le choc des métastases au poumon? Un peu des deux. On s'est dit que... Bon, c'est arrivé, elle a choisi... Bon, ça a été conseillé de faire la mastectomie, c'était vrai, c'est après la mastectomie qu'ils ont découvert que le poumon avait été affecté. Et ils ont dit que... Bon, je dis les médecins ont conseillé de faire des check-ups et si ça s'aggravait, ils allaient prescrire quelque chose. Donc, il y a des traitements oraux. Elle n'avait pas besoin de refaire une chirurgie. Mais pendant ce temps-là, on était contents. On était contents parce qu'on se disait qu'elle va respirer un tout petit peu. Et elle qui ne voulait plus en parler, elle savait. Mais elle s'est dit que... Mais c'était traitable en fait. Je pense que c'était des petites lésions, donc c'était traitable. Mais malgré ça, elle a repris ses activités. C'est quelqu'un qui se lève le matin à 5h, qui commence à recevoir les gens à 6h, qui bouge et qui ralentit vers 18h, 19h et 20h dodo. Et elle faisait ça pendant son recovering. Oui. Voilà. Pendant qu'elle était en convalescence, en fait, elle voulait pas, elle n'a jamais accepté de rester... De ne rien faire. Elle a toujours voulu aller à 100 à l'heure et avec l'avis du médecin, elle progressait, elle ajoutait une activité chaque mois, mais elle voulait vivre, elle voulait faire beaucoup de choses. Et ça veut donc dire que quand elle a su que son état s'empirait, elle ne te l'a pas dit, toi tu l'as découvert relativement tardivement. Oui. Moi quand j'ai... Bon, entre parenthèses, elle ne me l'a pas dit, mais en même temps, je voulais faire un test génétique pour savoir si j'avais les gènes pour le cancer. Et donc, j'avais besoin de son diagnostic de Paris. Alors, en septembre, je l'ai appelée, j'ai dit, maman, tu peux m'envoyer... En septembre 2022 ? Oui.
Parce que c'est là que, en fait, elle avait été admise pour des palpitations et tout. Donc moi, je commençais à me poser des questions. Donc j'avais besoin de son dossier. J'ai dit, maman, tu peux le scanner pour moi? Je veux regarder quelque chose. Et puis elle me dit, non, attends. Elle me donne le numéro de son médecin à Cotonou. Et donc je le contacte, mais je suis intéressée aussi parce que je veux vraiment savoir ce qui m'attend pour discuter avec elle. Parce que j'ai jamais connu l'histoire. Elle a jamais voulu en parler. Donc avec ça, elle hésitait, elle voulait pas me dire. Moi, je devais connaître l'histoire parce que le spécialiste, il te demande l'histoire de ses parents. Mm-hmm. Donc on n'a jamais eu cette conversation. Et quand je lui demande, elle me dit non, je t'envoie les documents après. Mais quand je suis allée quand je me suis retrouvée là à l'hôpital, le document était dans son sac près d'elle, quoi. Et ça aussi, elle voulait pas en parler, elle voulait pas me dire. Parce que le truc, c'est quoi? Elle voulait te protéger. Voilà. Elle voulait rester ta maman. Oui, ouais, elle voulait pas que... Elle voulait pas que je la voie dans sa souffrance de ces dernières heures. Mais comme on dit, je suis quand même... je crois en Dieu. Alors, je dirais que c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Je suis allée la voir. Parce que personne ne savait. Mes frères, ma soeur, mon père, personne n'était au courant. J'ai juste ressenti l'appel. Et je suis partie. Donc, quand j'arrive là-bas, elle me voit et elle wave, elle fait le hello. Le signe de la main, ouais. Le signe de la main. Et elle-même, elle est étonnée, quoi. Parce que je pense que c'est son rêve qui s'est réalisé. Et puis, bon, je pense qu'elle sait que c'est bon, quoi. Elle m'a vue et voilà. Donc, on s'est vus, on savait qu'on était... Voilà, maman, on est dans cette situation maintenant. Donc, je pense qu'elle a toujours voulu me protéger. Elle ne voulait pas que je la voie dans cet état. Comme tu l'as dit, elle voulait rester ma maman avec qui je partage le même lit quand je vais la voir, avec qui on mange dans la même assiette. Je refuse de me voir la grande cafouille et tout. Non, je suis toujours son bébé. Et j'ai découvert que tout ce que je lui avais, toutes les informations que je cherchais pour faire mon test étaient juste à côté d'elle. Donc, elle voulait pas en parler. Elle n'a jamais voulu en parler. C'est ça. Si maman m'avait dit ça. Elle m'avait parlé de ces petites activités. Donc, tu as pu faire les tests? Oui. Et ça a été? Oui, ça a été. Non, j'ai fait la première partie qui est le counseling et d'après le spécialiste, j'ai pas le gène maintenant. Je vais faire le test pour confirmer. Ouais. Alors, comment tu décrirais ta relation avec ta maman? Tu vois, c'est très intéressant parce que quand je t'écoute, c'est une conversation que j'ai souvent avec des personnes de mon entourage ou pas. C'est cette génération, tous ces enfants qui vivent à l'étranger et qui, des fois, s'en veulent de ne pas avoir profité de leurs parents rester au pays. Et dans certains cas, comme toi, peuvent avoir la grâce de voir leurs parents partir. Mm-hmm. Il y a beaucoup de personnes que l'on croise qui... leurs parents étaient malades, on ne leur a pas dit, parce que le père a interdit qu'on le dise aux enfants qui des fois se battent à l'étranger. Et puis les parents veulent toujours te dire comment tu vas mon fils, comment tu vas ma fille, va de l'avant. Et ils ne veulent pas que les enfants s'inquiètent. Parce que finalement, nos parents, dans une majorité de cas, posent des actes pour qu'on aille bien. Et ils n'ont pas souvent envie que nous soyons, en tout cas qu'ils soient, les personnes qui nous rendent un peu down, un peu tristes. Et moi, j'ai croisé beaucoup de personnes dans des aéroports qui allaient enterrer leurs parents. Et c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'a beaucoup choquée. Et lorsque moi, personnellement, je suis rentrée au Cameroun, c'est parce que moi, on me disait que mon père allait partir. Et donc, au début, je venais un peu en congé le voir. Et après, en 2016, j'ai dit à ma mère qu'écoute, moi, j'ai vécu longtemps avec toi en France. Il faut que j'aille un peu vivre avec mon père et que je vois comment ce monsieur va et qui il est. C'est avoir le temps de le connaître parce que moi, je ne le connaissais pas. Et j'étais partie du Cameroun à l'âge de 12 ans. Donc, quelle était la relation que tu as avec ta mère? Et aussi, sur cette question de distance, comment tu as entretenu la relation avec ta maman? Et est-ce qu'aujourd'hui, avec son décès, tu t'en veux ou pas? Bon, maman,
c'était téléphone, tout ce qui était gadget que je pouvais utiliser pour la contacter. Ça a commencé avec le téléphone, avec les pièces. Et ensuite, voilà quoi, le fameux WhatsApp et sa vidéo. On était vraiment proches. Quand elle avait besoin, je lui disais toujours, quand tu as besoin de moi, tu me dis si je peux venir, je viendrai. Si je peux pas, je trouverai quelque chose. Donc on parlait beaucoup, elle me racontait la plupart des décisions qu'elle prenait, elle m'en parlait et elle me disait pourquoi elle voulait faire ça et elle me demandait mon avis et puis on en parlait. Donc moi j'apprenais beaucoup à apprendre aussi par rapport à les décisions de la vie et tout ça. On discutait et même pour changer les rideaux, elle m'appelait, elle me demandait je veux changer en jaune, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Avec la distance, c'était pas facile parce que ces dernières années, elle disait que elle se pose la question, est-ce qu'on doit laisser les enfants aller étudier ailleurs? J'ai dit maman, cette question-là est pertinente parce que je peux dire, si je me permets, je peux dire qu'on est la génération de ceux qui sont partis et on est revenus. Donc, le fait d'être là, tu te poses aussi la même question. Parce que quand tu reviens, tu rencontres des gens qui sont jamais partis, qui sont peut-être plus... ils sont à l'aise aussi comme toi ou plus à l'aise que toi. Et le but, c'est ce que les parents voulaient t'offrir. Donc tu te poses... Et quand tu reviens, c'est difficile de faire partie du groupe. Tu es d'abord étrangère. Et il y a cette transition-là qui est difficile pour beaucoup de gens. Moi, elle a été difficile pour moi parce que... Excusez-moi, mais pour les noirs, j'étais blanche et pour les blanches, j'étais noire. Donc quand tu reviens ici, on te traite comme une petite blanche parce que tu as une autre façon de voir les choses. Donc là, c'était ça, elle s'est posé la question, quoi. Est-ce que c'est une erreur qu'elle a faite? Est-ce qu'il fallait qu'on ait la licence d'abord avant de nous faire partir? Est-ce que une fois là-bas, est-ce qu'il fallait qu'eux ils viennent chaque année ou nous on venait chaque année? Mais moi j'arrivais toujours à me payer le billet avec mon petit argent que je gagnais. J'étais serveuse dans un café, donc ça allait, ça me gênait pas de venir. Bon, voilà. Donc si je m'en veux, souvent je m'en veux parce que on est un peu poursuivi par comme on dit, par l'argent, mais par ma carrière, parce que tu te dis, quand tu as cette mentalité-là, tu as traversé beaucoup de choses, bon, tu es allé à l'école, tu as fait ci et ça, tu as assisté à des conférences, voilà, donc tu vas aller jusqu'au bout, c'est normal. Mais d'un autre côté, quand tu fais ça, t'es pas avec tes parents, si eux ne veulent pas venir vivre avec toi, bon, eux aussi, ils doivent continuer leur vie. Donc c'est un peu difficile quand même. C'est un peu difficile parce que quand j'en parle à des amis, à mes amis, on se pose la même question. Parmi mes amis, il y a d'autres qui sont de l'autre côté. Quand je dis de l'autre côté, je veux dire en Occident. Et d'autres sont revenus. Ceux qui sont revenus ne regrettent pas. Et ceux qui sont là-bas se posent la même question. Est-ce qu'ils vont rentrer pour être près de leurs parents? Oui, je sais pas si... Je me souviens à l'époque, il y a 10-15 ans, dans les médias, qu'on parlait du retour en Afrique. Oui. Les autres générations, on disait les opportunités, trouver un boulot, on va être bien payé, avoir une femme de ménage qui fait le ménage. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec peut-être le monde qui bouge, peut-être avec les pandémies qu'on a connues, que la notion de famille et d'identité prend de plus en plus d'importance. Et je vois même aujourd'hui, quand je regarde au Cameroun par exemple, les parents envoient de plus en plus leurs enfants après la licence. Moi, des fois c'était avant en seconde ou avant le bac. Ouais. Toi, tu es partie en seconde. Oui, moi je suis partie après oui, c'est ça, après le brevet d'école. C'est ça, il y a des personnes qui, après le brevet, c'était, elle va aller au lycée en France ou ailleurs. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment, et même quand je parle avec des aînés, qu'il y a une volonté d'inculquer au moins à un enfant la volonté de rentrer. Et quand je regarde souvent parce que des personnes qui ont 45 ans et dont les enfants partent à l'étranger, je me dis, la maison, elle devient vide. Oui. Et moi, je m'intéresse beaucoup, d'ailleurs, sur
sur un autre sujet. C'est qu'est-ce qui reste quand les autres partent? Waouh. C'est... Bon, là, je peux te dire, les jours qui ont suivi, après le décès de maman, c'est comme dimanche après-midi à 14h, quoi. Quand tu prends ta voiture, tu vas conduire là, en pleine ville, il n'y a personne. C'est un silence profond. Et je me posais la question, j'ai dit, waouh, est-ce que tu sais ce que tu ressentais souvent quand tu ne me voyais pas? C'est un silence profond qui t'as l'impression que tu es dans le fond d'un puits et tu parles et tu es seul. Non, la maison, elle est vide. Il n'y a pas de vie, il y a pas de bruit, il n'y a pas de... Ah ouais, je sais pas si c'est la même chose qu'ils ressentent, mais moi, je me suis retrouvée... J'ai vécu dans ce silence-là pendant une dizaine de jours et je dois te dire, c'est profond en fait. Tu vois, tu entends les échos du passé et c'est ça qui anime ce silence. Mais la profondeur de ce silence vient du fait que c'est que les échos. Peut-être tu vas avoir les ombres, mais dans le physique, dans le réel, il n'y a rien. Et tu as envie d'entendre encore... Donc tu as que les échos qui passent dans ton cœur et dans ta tête, en fait. Et tu as envie de dire, mais attendez. Et non. Donc, ça m'a pris 3 jours avant de rentrer dans la cuisine. Et je rentre dans la cuisine et my goodness, incroyable, c'est wow. Tout cet espace que ta maman a toujours occupé, le oui, bruit. mais je me demandais, mais où est-ce qu'elle est? Parce qu'elle est toujours là, mais qu'est-ce que je vais faire à midi? Qu'est-ce que je fais? Mais en fait, tu peux te dire aussi que, ok, elle reviendra le soir, elle va gérer ses choses. Non, she's gone. She ain't coming back. Donc, c'est... À quel moment tu réalises qu'elle ne reviendra pas? Parce que bon, je l'ai réalisé plusieurs fois. Je l'ai réalisé le 31 décembre. Avant ça, je l'ai réalisé. Son anniversaire, c'était le 25 novembre. Ma mère, c'est le 26 novembre. Ah, nice. Sagittaire. Et je l'ai réalisé le jour de son anniversaire. Parce que je l'appelle et puis je lui dis, qu'est-ce que tu veux manger? Je peux demander à quelqu'un de faire quelque chose pour toi. Ou souvent, elle appelait un cuisinier et elle lui demandait de faire un plat et voilà, elle se faisait plaisir. Ou elle sortait avec ses amis, avec papa quand il était présent. Il est toujours en vie, je veux dire, quand il n'était pas en voyage. Voilà. Et voilà, donc c'est là que j'ai réalisé. C'était... Est-ce qu'aujourd'hui tu as une définition du deuil, ta définition du deuil, de ce que c'est le deuil? Parce que je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent vont être attentives aussi à tes mots, parce qu'on ne donne pas souvent la parole aux enfants de manière générale d'exprimer ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils pensent. On se voit juste dans un enterrement, on se dit au revoir, ça va aller, et puis on avance. Et puis des fois ça reste tabou parce qu'on a peur de dire un mot de travers qui va faire que la personne en face va se sentir mal. On a 3 mois de son départ, c'est tout frais. Ça va prendre certainement du temps. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui tu ressens? Bon, déjà moi je peux dire que je vais commencer. Je veux dire que j'ai la grâce d'avoir des parents qui sont ouverts, même s'ils sont de la vieille école. Vraiment c'est une grâce. Et mes parents, ils ont toujours voulu que ma sœur et mes frères, on s'exprime librement. Maintenant, c'est à chacun de voir ce qu'il veut dire ou ce qu'il veut faire. Et donc, ma définition... Alors, nous, on a un groupe WhatsApp de famille, je pense que comme beaucoup de familles, où mon père, il va retrouver une photo, il va la poster dans le groupe, et puis chacun raconte l'histoire de ce qu'il a vécu ce jour-là, le jour où la photo a été prise. Et on rigole, ou mon frère va raconter une blague, ou ma soeur va raconter un événement. Ah, vous savez, j'ai fait... Donc, sur ce côté-là, on se souvient des bons moments et on rigole. Et même les moments tristes, on se dit qu'elle avait été forte. Alors moi, personnellement, je ne peux pas définir le deuil
parce que je veux mettre en pratique les bons conseils, les conseils qu'elle m'a donnés. Et je veux plus découvrir de ce qu'elle ne m'a pas dit. Donc, je ne sais pas si ça va finir. Parce que il y a beaucoup de choses à vouloir mettre en pratique. Il y a beaucoup de choses à vouloir comprendre. Donc, je ne peux pas dire que je comprendrai demain. Mais je ne sais pas. Je peux pas. Je ne connais même pas la définition du mot deuil. Je pense qu'on peut regarder. On peut lire d'abord. On peut comprendre ce que le dictionnaire dit. Et ensuite, je pourrais répondre à cette question. Quel a été le rôle, justement, de ton entourage pour t'accompagner dans ce moment ? Parce que tout à l'heure, j'ai pas l'impression que tu as envie de parler spécialement de ta fratrie. Et parce que tu veux que chacun ait sa propre expérience, tu ne veux pas parler pour eux. C'est plutôt dans ce sens-là. Oui. Et ton papa ? Alors, mon papa, évidemment, il a été le plus affecté. C'est sa femme de 48 ans. On se préparait pour célébrer les 50 ans de mariage en 2024. Oui. Donc, je pense que ça a été difficile pour lui. Mais c'est lui qui nous encourage. Alors, quand tu l'appelles, tu lui demandes comment tu... Non, ça va. Par exemple, pour les fêtes de fin d'année, il a organisé des dîners, des déjeuners avec des gens son entourage pour passer le temps. Il a repris des activités à la ferme. Il va plus à la ferme. Il essaie de faire des activités qu'il faisait avec maman pour passer le temps, pour ne pas trop penser au silence qu'elle a laissé. Donc papa nous encourage toujours. Par exemple, pendant la fin de l'année, moi je lui dis je suis pas trop d'humeur parce que d'habitude j'appelle maman et elle me conseille si je dois faire de la dinde ou des fruits de mer. Et cette année il y avait personne et je suis pas trop à l'aise. Il me dit non, et elle décide quelque chose et vas-y fais ça et puis tu lèves un verre pour elle. Donc il m'encourage toujours. Et sur la question de se dire qu'on a des enfants et qu'on aura des enfants qui ne connaîtront pas leur grand-mère, est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses ? Moi, j'ai une fille qui a 14 ans aujourd'hui, qui a connu ma maman, et je pense qu'aujourd'hui, je dis Dieu merci qu'elle a connu ma maman. Parce que j'aurais voulu qu'elle la connaisse. Et je pense que moi, je n'ai pas connu mes grands-parents. Donc, ça a toujours été, depuis que je suis petite, ça a toujours été un souhait parce que tu entends les autres à l'école. Ah, maman, ma grand-mère, mon grand-père. Mais moi, je ne pouvais pas dire ça. J'avais rien à raconter. Ils sont partis tôt. Et donc, j'encouragerais toutes les personnes qui peuvent le faire de permettre aux enfants, s'ils sont en bon terme, de passer du temps avec leurs grands-parents. Parce que souvent, les enfants répètent des habitudes de nos parents. Et c'est bien de voir les traces. Alors, chez nous, en pays bamileke, notamment au Cameroun, on dit que les morts ne meurent pas, ils sont toujours là, ils vivent autour de nous. J'ose croire que ta maman, elle t'écoute. J'en suis même persuadée. C'est ma croyance qui m'oblige à y croire. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire ? Je veux lui dire de ne pas abandonner ce qu'elle a commencé. Ouais. Et à ta fille qui va certainement écouter bientôt cet épisode, qu'est-ce que tu as envie de lui dire ? Je dirais à ma fille de croire en ce qu'elle a dans le plus profond de son cœur et de ne pas abandonner aussi. Parce que ma mère n'a pas abandonné. Tu disais tout à l'heure que tu prends le temps et tu veux prendre le temps à découvrir finalement tout ce que ta maman a fait, tout ce qu'elle était, que tu ne voyais pas, que tu ne savais pas. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, en 3 mois, tu gardes ? Qu'est-ce qui te galvanise ? Qu'est-ce qui te donne envie de te dire que waouh, ma maman, elle était ou elle est incroyable. Qu'est-ce que tu as envie de prendre de cette autre facette de ta maman que tu découvres ? Qu'est-ce que tu as envie de continuer sans spécialement te mettre la pression ? Parce que des fois, on se met la pression en voulant faire ce que sa maman faisait, mais finalement, c'était aussi la vie de ta maman. La vie de ta maman n'est pas ta vie, c'est pas les mêmes challenges, mais qu'est-ce que tu prends, quoi, ou qu'est-ce que tu gardes ? Je voudrais avoir...
je voudrais créer une fondation au nom de maman et continuer et continuer ce qu'elle faisait. Parce que en écoutant toutes ces personnes-là, d'abord, je ressemble à ma mère, ensuite, physiquement, ensuite, ils te disent « Ah, tu lui ressembles », et puis ils pleurent encore plus, et puis ils disent « Ah, mais qui va maintenant faire ci, qui va maintenant faire ça ?» Mais c'est pas forcément ce que je voyais, c'est pas seulement ce que j'entendais, c'est ce que je voyais. Moi aussi, je me posais la question, qui pourra en fait? Parce que c'est pas des petites choses de rien du tout, c'est la vie des gens qui ont été impactés par ces actions. Et ces personnes-là ont changé d'attitude. C'est pas des... Ouais. Donc, j'aimerais, je suis en train de réfléchir, comment m'asseoir et prendre le stylo et écrire ce projet-là pour aider les jeunes femmes, les jeunes hommes qui ont besoin de conseils, qui ne savent pas, qui sont découragés, parce que maman a aidé aussi des réfugiés. Et aussi un volet pour les femmes qui sont atteintes du cancer et qui ne veulent pas en parler. Elles ont besoin de beaucoup de soutien. Mais elles n'en parlent pas. Si tu vas vers elles, elles vont s'ouvrir. Mais si tu ne vas pas vers elles, elles ne vont pas en parler. Et ça me fait... Tu sais pourquoi? Est-ce que c'est de manière générale ou c'est encore plus accentué chez nous, les Africains? Je pense que c'est... non. Je pense que c'est plus accentué dans le tiers-monde. Excusez-moi, dans les pays en voie de développement, à cause des cultures, à cause de la pauvreté, de l'éducation, la promotion de la santé qui n'est pas assez faite. C'est qu'il y a beaucoup de stigmas, ok? Donc, quand tu maigris, tu perds tes cheveux, tu vomis, voilà, tu es malade, les gens te voient, ah, elle a perdu ses cheveux, ah, moi je ne veux pas la toucher, je ne veux pas perdre mes cheveux. Elle est malade, on ne sait pas ce qu'elle a, elle ne veut pas en parler. Ce genre de choses, ce genre de commentaires, mais pourquoi elle va tout le temps à l'hôpital et tout, et puis elle maigrit, puis elle n'est pas bien. Donc, je pense que en Afrique, je vais te raconter une petite histoire. Quand moi je travaillais pour cette organisation qui aidait les personnes, les femmes atteintes du cancer, j'ai organisé un atelier qui rassemblait les femmes africaines pour parler du cancer. Je l'ai fait et j'avais ajouté un rafraîchissement et des gâteaux. Donc les gens sont venus, les femmes sont venues. Dès que j'ai posé la question, on va parler de cancer de ceci, de cancer de cela, elles sont restées... Ah, elle regardait à gauche, à droite, voilà, elle voulait même... En Europe, hein. C'est même pas ici, c'est ailleurs. Même ailleurs. Le fait de savoir qu'il y a une autre femme africaine à côté, là, elle veut pas en parler. Il y a quelque chose dans notre culture qui fait que quand on a un malaise, on veut pas que l'autre sache. Quand on est faible, on ne veut pas que l'autre sache. Peut-être parce que... On parle souvent beaucoup d'Afrique, on parle beaucoup, à l'époque, en tout cas, on parlait beaucoup de solidarité entre les Africains, mais on se rend compte que peut-être dans notre évolution, ou ce qu'on a aujourd'hui, il y a peu de bienveillance. Il y a beaucoup de jugement dans nos sociétés. Voilà. Tu as 30 ans, tu n'es pas marié, on te juge. Ah oui. On a vu ton mari en train de parler à une femme, on juge votre relation. Il y a peut-être beaucoup de jugement, un manque de bienveillance qui fait que finalement, on est un peu... Elles veulent pas en parler. Donc si là-bas en Occident, où elles me vivent, elles apprennent la communication, elles apprennent tout ça, elles ne veulent pas en parler. Ici, c'est chaud. Hein? Parce que la seule chose que maman m'a dit, j'ai dit, mais maman, comment ça se passe en chimio? Est-ce que tu parles avec les autres femmes? Elle me dit non. Personne ne veut parler, chacun gère sa souffrance. Mais comment tu sais que c'est une souffrance, comme tu le dis, avec un mot si lourd? Elle dit, elle se couvre, il y a d'autres qui se couvrent le visage, carrément, elle ne veut même pas que l'autre voit qui c'est, quoi. C'est... Oui. Et puis, il y a aussi les croyances qui veulent dire que si on sait que tu es malade, peut-être qu'on peut encore plus t'attaquer. Voilà. Je crois, parce que je passe aussi pas mal de temps dans des endroits, dans des hôpitaux où on soignait des personnes atteintes de cancer. Et je sais que dans certains cas, tu avais des parents qui disaient à leurs enfants, il ne faut pas en parler, hein, parce qu'on ne sait jamais le mauvais œil. Voilà, je pense aussi que ça, ce mauvais œil-là, celui-là,
Je pense que c'est ce mauvais œil-là qui faisait. Son truc à ma maman, c'était je veux juste guérir et ensuite on passe à autre chose, quoi. Et voilà. Et quand tu veux en parler, non, ne ramène pas cette conversation-là. Ça vient pas seul. Ça vient avec les trucs négatifs, les ondes négatives et tout ça. Donc c'est difficile de. Et tu lui dis, mais maman, pour la science, moi j'ai besoin de savoir si je suis à risque. Non, t'es pas. Mais le fait d'en parler, même, tu seras. Donc n'en parle pas. Donc toi aussi, tu es conditionné, tu peux pas. Donc, bon, c'est... Qu'est-ce que tu as envie de partager aux personnes qui ont perdu leur maman ou qui sont atteintes de cancer aussi et qui sont peut-être elles-mêmes mamans? Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes? Je voudrais les encourager, leur dire d'être très fortes et les encourager, si possible, à savoir... plus de la maladie et à parler avec leurs parents en toute intimité, c'est ça, et demander comment ils peuvent les aider. Et d'être fort. S'il y a les moyens, il faudrait faire le test pour savoir s'ils portent le gène. C'est important. C'est important. Pourquoi tu as souhaité participer à Si Maman m'avait dit? Parce que maman était silencieuse. Et je voudrais qu'on découvre cette partie d'elle là, qu'elle ne m'avait pas dit. Et aussi pour une autre oreille qui se pose beaucoup de questions en ce moment, qui a un parent qui souffre d'une maladie et qui ne sait pas quoi faire. Je ne dis pas prends l'avion, va, mais si tu as les moyens, pour la génération du futur, c'est important. Parce que souvent on est un peu trop à l'aise. Mais un jour, tu réalises que le détail compte. Et c'est le détail qui te rattrape. C'est le détail qui te rattrape. Donc, beaucoup de courage à ces personnes-là. Parce que cet épisode est un hommage aussi à ta maman. Est-ce que tu peux nous partager son prénom et son nom ou juste son prénom? Son prénom, elle s'appelait Catherine. Catherine. Et pour clôturer, on devait présenter Catherine au monde aujourd'hui. À la fin de cet épisode, on dirait que Catherine, Catherine est pure, elle est belle, elle est passionnée, elle court après ce qu'elle a envie de faire. Catherine aime la vie, elle aime les gens, elle aime tendre la main. Ça, c'est Catherine. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Kafoui. Chers auditeurs, nous voilà à la fin de cet épisode de Si Maman m'avait dit, en compagnie de Kafoui. J'espère que ces mots, son histoire, ces silences aussi, vous apporteront un peu plus de lumière dans votre vie, dans vos expériences, dans votre vision des choses. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram, via Twitter ou via Facebook, en utilisant le hashtag Si Maman m'avait dit. Merci beaucoup. Merci aussi.